Ok, bonjour tout le monde. Donc, on se revoit encore cette semaine pour la séance de travaux pratiques 9. Numéro 1. Donc, on nous donne une fonction qui va de un sous-ensemble de R2 si on veut, dans R2 privé de l'origine. En fait, c'est la fonction qui fait une paramétrisation de R2 avec les coordonnées polaires. Et étant donné une fonction psi, on veut calculer le tiré en arrière de forme différentielle. Donc dx c'est une forme différentielle, dy c'est une forme différentielle. Et on veut calculer leur pullback, si on veut le dire en anglais. Pullback, c'est ce qu'on va trouver beaucoup dans la littérature, évidemment anglophone. Tiré en arrière, c'est le terme français. Et en fait, il est très commun aussi. Là. Donc, des fois, les termes français en mathématiques sont plutôt obscurs, mais dans ce cas-ci, tirer en arrière, c'est très standard. Et en fait, on va calculer le tir en arrière de une deux formes et on nous donne même la réponse. Donc, allons-y. Les pullbacks, c'est quelque chose de très partout. C'est partout. J'avais le mot ubiquitous en anglais, je pense, ou c'est latin. Euh, donc, c'est quelque chose de très naturel, en fait, qui se comporte super bien. C'est ce qu'on va voir. Et ça a ça sert partout, tout le temps. Donc, je vais réécrire notre fonction psi ici. On allait de 0 l'infini jusqu'à 0, 2pi. On exclut le 2pi. Dans le fond, c'est qu'on veut avoir une fonction qui est injective. Si on met, en fait, si celui-là, on met un carré, on inclut le 2pi, on se retrouve avec, dans le fond, des solutions là, en 0 et en 2pi qui vont être les mêmes. Ce ne sera pas injectif. Et là, on prend R, on prend θ, et on se retrouve bien évidemment avec les coordonnées polaires qu'on connaît bien. Donc ça, c'est notre fonction psi. Et là, on nous demande de calculer le pullback de dx, le pullback de dy. Donc, peut-être juste avant de se lancer directement dans le problème, c'est de voir, excusez-moi, c'est ça ici, c'est notre fonction x, et ça ici, c'est notre fonction y. Donc, quand on se promène dans R2 privé de l'origine, si on veut donner un point, on donne x et y. Et en fait, si on a une forme différentielle, par exemple oméga, qui pourrait être une forme sur R2 privé de l'origine, ben, en fait, le pullback par psi, ce qu'on fait, c'est qu'on la tire en arrière et dans le fond, psi, elle va de cet espace-là à ici et elle prend une forme qui habite là, donc en l'occurrence notre oméga, et elle va la tirer oméga en arrière pour avoir en fait une forme toujours, donc on ne change pas le degré de la forme. Mais maintenant, on est défini sur, je vais l'écrire comme ça au complet parce qu'on n'a pas de nom pour cette région-là. Donc, c'est ça que ça fait. Fait qu'on devrait terminer avec une forme là-dessus. Et ici, la base pour nos formes sur R2 privé de l'origine, une forme, en fait, c'est des dy, dx. Et ici, en fait, nos variables, c'est R et c'est θ. Donc, les points qui habitent dans cette région-là, en fait, on peut s'imaginer, c'est comme si notre espace était donné par R et θ. Puis en fait, ça serait une genre de bande. Si ça, c'est 2pi. Et là, c'est une bande infinie, comme ça. En fait, elle va pas de ce côté-là. Oups. Donc, on va y arriver. Ce serait cette région-là ici. Et ici, c'est exclu aussi. Peut-être que je vais le faire. J'ai trouvé comment changer de couleur maintenant. Il faut que je pèse sur mon keyboard la touche A
Puis je sais pas pourquoi, mais ça marche. Donc bref, ça c'est notre région. Donc on a une deux formes qui est définie là-dessus. Une forme qui est définie là-dessus. Ah, c'est ça, puis je suis en train de dire que le θ et le r, en fait, ils vont servir de base. Dθ et dr, c'est nos éléments là, qui décrivent une forme. Donc, il faudrait s'attendre à ce qu'une fois qu'on ait fini le pullback, on peut s'exprimer dx avec du dθ, du dr. C'est ce qu'on voudrait avoir parce que le pullback de dx, il devrait habiter sur une forme qui est définie sur cet espace-là. Donc, terminé le blabla, allons-y. Je vais vous donner les règles de calcul les plus simples pour le calculer de façon sans se casser la tête. Donc, la méthode pour juste tourner la manivelle et avoir le résultat. Et après, je vais faire ouvrir une discussion pour aller un petit peu plus en profondeur sur le pullback, parce que c'est le seul exercice que vous avez sur les pullbacks. Donc, allons-y. En fait, la première chose qu'il faut voir, ça dépend si on veut le voir comme définition ou pas, mais on a le pullback, il commute avec l'opérateur D. Donc en fait, si j'ai une forme oméga, et là, je peux faire la différentielle d'oméga, ça me redonne une autre forme. Je pourrais faire le pullback de psi. Ça, en fait, ce serait égal, exactement la même chose que si je faisais le pullback de ma forme oméga, puis après ça, j'applique l'opérateur. Donc, on dit que le pullback commute avec la différentielle, et c'est une de ces belles propriétés qui fait en sorte que toute l'algèbre extérieure, le calcul différentiel extérieur fonctionne bien. Donc, ici, c'est ça que j'ai utilisé. J'ai pas encore fait de calcul, mais lui ici, il est passé de l'autre bord de l'opérateur D. C'est une étape non triviale. Après ça, je calcule le pullback. Le pullback, c'est juste un autre mot pour précomposition. Fait que je vais en dire davantage avec ça. Mais c'est ici, je vais le définir comme x rond psi, tout simplement. Et là, vous me dites, ben, c'est quoi x? Je ne savais pas que c'était une fonction. Je pensais que c'était une coordonnée. En fait, on appelle ça des fonctions coordonnées. Donc, on pourrait voir rapidement que, en fait, si j'ai des points x, y, par exemple, sur R2, en fait, ça, c'est des fonctions. J'ai des points P, qui sont des points P1, P2, si vous voulez, qui habitent dans un espace. Et là, si je veux savoir ces coordonnées, ben, en fait, ici, j'écris x, il mange des points. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il me recrache la première coordonnée. Y mange des points et me recrache la deuxième coordonnée. Donc, oups, je suis rendu en dessous de ma webcam. Donc, on fait pas souvent ce genre de... On voit souvent x, y comme des coordonnées littéralement, mais en fait, on pourrait toujours dire que c'est des fonctions coordonnées. Donc, ça prend des points d'un espace et ça me redonne des coordonnées. On peut le voir aussi comme des projections si on veut. Donc, à ce moment-là, ici, peut-être qu'on ne l'a pas défini proprement, mais je pourrais dire que ça, c'est psi 1. Je pourrais dire que cela, c'est psi 2. Donc, ici, psi 1, ou même les psi i, ils mangent ils prennent du r θ et ils me redonnent... Ouais, je vais juste l'écrire pour le premier. Je ne peux pas l'écrire en général. Donc, psi 1, il prend du r θ, il me redonne r cos θ. Donc, ici, on se retrouve avec psi 1. Et là, de façon générale, souvent on donne la règle de calcul, on passe de là à de là. Tout simplement parce que la façon de le voir, c'est que x, c'est ma première composante ici. Maintenant, dans le fond, c'est un changement de variable. C'est littéralement un changement de variable. Donc, j'avais ma première coordonnée ici. Avant, je l'appelais x. Maintenant, avec mon application psi,
elle s'appelle psi1. Donc, partout où est-ce que je vois du dx, je vais mettre du psi1 pour les x. Partout où est-ce que je vois des y, je vais mettre du psi2. Et si, de façon plus générale, si on avait dx1, dx2, dx3, dx4 jusqu'à dxn, et qu'on avait une fonction psi qui avait différentes composantes, psi1, psi2, psi3 jusqu'à psi-n, on ferait littéralement juste changer les x1 pour des xi pour des psi-i. Donc c'est un changement de... on change le nom de nos coordonnées. Donc là, ici, là, il y a une autre étape qui est intéressante. Il faut calculer la différentielle de psi1. Donc, peut-être que certains l'ont rencontré sous le nom de dérivée totale. Je vais écrire ça ici, la définition, de façon plus générale. Donc, si on a une application f qui va de Rn dans R, une application lisse parce qu'on veut prendre ses dérivés, sa différentielle, elle est définie comme étant la différentielle de f, la dérivée partielle de f par rapport à la première variable, on va dire x1. Puis je l'ai noté en haut juste pour s'habituer parce que dans les notes de Frédéric, ils sont notés en haut. C'est la même chose que s'il était noté en bas, il ne faut pas se laisser intimider. Et jusqu'à la différentielle par rapport à la nème variable fois dxn. Donc, c'est juste ça la définition. Il n'y a rien d'autre que ça. Ça, des fois, on appelle ça aussi dérivée totale. Peut-être que vous l'avez rencontré jadis sous ce nom-là. Donc ici, on prend la différentielle de psi1. Donc on y va avec la définition. Psi1 par rapport à la première variable dr plus la différentielle de psi1 par rapport à dθ avec notre dθ ici. Et là, on peut calculer ces fonctions-là. Si on remonte en haut, psi1 c'est quoi? C'est r cos θ. On dérive ça par rapport à r. Donc, dérivée partielle de r cos θ par rapport à r, ça nous donne juste cos θ. On garde le dr qui est à côté. Et la dérivée de r cos θ par rapport à θ, en fait, on va dériver cos θ, ça va nous faire moins sin. Le r, c'est juste une constante dans ce cas-ci. Donc, il reste en avant. Et voilà, on a calculé notre pullback. C'est terminé. On va faire la même chose avec psi dy. Et là, cette fois-ci, je vais couper les étapes intermédiaires que j'ai rajoutées à des fins pédagogiques. J'espère que ça n'a pas obscurci la démarche. Donc ici, je vais y aller avec la méthode on se casse pas la tête. Donc y2 c'est ma deuxième composante, psi2 c'est ma deuxième fonction. Maintenant, ben là, dérivée de psi2, la différentielle, c'est ça ici ma définition. Et là, on peut calculer ça ici sans trop de problème. Psi2 c'est r sin θ. Donc ici, on va juste avoir sin θ dr. La dérivée partielle par rapport à θ, ça va être r cos θ. J'ai dérivé r sin θ. Et on a terminé. Donc le pullback, c'est quelque chose d'extrêmement facile. Je vais quand même ouvrir une discussion parce qu'il y a d'autres éléments là, qui passent derrière, qui sont intéressants à voir. Mais pour faire le calcul d'un pullback, je l'ai fait ici, là, c'est pas plus long que ça. C'est exactement ça les étapes. Peut-être un petit commentaire. Je reviens, je l'avais dit avant, là, mais si vous regardez ici, on a du dy qui est une forme. Ça ici, c'est clairement une forme, avec comme base dr, dθ. Et ça, c'est bien un élément donc qui habite sur une forme sur notre espace ici. C'était quoi? Donc, c'est important de voir qu'on a bien tiré en arrière notre forme. Le A est terminé. Pour le B, on va calculer le pullback de maintenant une deux formes. Puis en fait, aller composer du produit wedge de les deux uniformes qu'on a calculé. Ici, on a une propriété qu'on va utiliser. Je l'écris de façon peut-être plus générale en haut ici ou à côté.
Donc, si on veut prendre le pullback de oméga wedge eta, ça c'est égal au pullback de oméga wedge le pullback de eta. Donc dans le fond, ça se distribue et c'est une propriété qui fait en sorte que ça simplifie beaucoup les calculs. Donc on a juste besoin de calculer sur chacune des composantes. Donc je vais l'écrire comme ça ici. Et là, on a déjà fait ces calculs-là, donc je vais les réécrire. On avait cos θ dr moins r sin dθ wedge sin θ dr. On manque un peu d'espace. On va l'envoyer ici. OK. Et là, ben là, il faut développer ça. Ah, il est rendu blanc. Je le veux bleu. Donc, comme vous voyez, je commence à être un peu à l'aise avec mon programme ici, ma tablette. J'ai mis le background en noir, je trouvais ça beaucoup plus cool. Je sais pas si c'est unanime. Mais bon, donc là, on veut distribuer ici. On veut calculer. Donc, on est rendu expert avec ça. On en a fait beaucoup lentement. Mais le DR, wedge, ce DR-là, ça va rien nous faire. Donc, je vais prendre celui-là, wedge, celui-là. Et je vais déjà rassembler les termes. Donc, je vais avoir R cos au carré θ, wedge dr dθ. Mais je sais déjà que je vais avoir du dr dθ qui va apparaître dans un instant parce que je vais wedger celle-ci avec celui-là. Donc, et je vais avoir le θ en premier. Donc, en renversant, je vais perdre mon moins ici. Fait que je peux déjà faire plus r sin θ au carré. Donc, j'espère que ça, j'ai pas perdu personne. Si c'est le cas, vous mettez sur pause, vous faites 2 ou 3 lignes de plus et ça ne devrait pas vous prendre plus que 5 minutes. Donc, ici, ben là, on utilise notre identité trigonométrique favorite. Après avoir fait une mise en évidence de R, on obtient ça. Et ça, c'est le résultat final. C'est le pullback ici. Et là, on remarque que ça ici, c'est bien une 2 forme sur R2 privé de l'origine. Et ici, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu une 2 forme qui habite sur, en fait, le domaine de psi. Donc, on l'a tiré par en arrière. On peut même aller voir la réponse. Je pense qu'il nous l'a donné. Ici, ouais, c'est ça qu'on voulait. On voulait du R dr dθ. Oups. Oui, donc c'est tout pour cet exercice-là. Mais il me reste encore beaucoup de choses à dire. Donc, je vais continuer. Ceux qui veulent rester avec moi, vous allez en apprendre davantage sur tous les secrets des tirés en arrière. Fait que peut-être la première chose à faire, c'est de revenir sur la composition de fonctions. On va se rendre compte que le pullback, c'est rien d'autre qu'une précomposition. Donc, mettons qu'on se donne une fonction f qui va de A dans B. On peut se donner une fonction g qui va de C dans A. Et là, ben, vous êtes familier avec l'idée que je peux faire f rond g. Puis ça, à ce moment-là, c'est une fonction qui, peut-être qu'on fait le dessin différemment, là, si on fait C, A et B. Donc ça, c'est notre fonction f.
elle prend des trucs qui sont dans A, elle les mange, puis elle les recrache dans B. On a notre fonction C, elle prend des trucs dans G, notre fonction G, prend des trucs dans C, et elle les envoie dans A. Donc la composition ici, ça va aller de C jusque dans B. Et qu'est-ce que ça fait? Ça va prendre un petit C qui habite dans C, ça va l'envoyer. D'abord, G va le manger. Après ça, ça va être autour de F. Et G de C, ça habite dans A. Et F, dans le fond, elle est programmée pour manger des éléments de A ici. Donc, elle ne peut pas manger des éléments de B. Mais si on lui donne à G, elle peut manger du G de C. Donc, tout ça ici, c'est extrêmement familier. Et idéalement, je vous ai absolument rien appris avec ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste changer la notation. On va calculer le tiré en arrière de F par G. Ben, c'est quoi ça, le tiré en arrière? C'est vraiment juste que F, son domaine, c'est A, et G va de C dans A. Ben, le tiré en arrière, il va de l'autre bord, il prend F, il prend le domaine de F, puis il tire à C. Donc, le domaine du tiré en arrière de G de F, ça c'est égal à C. Puis en fait, c'est exactement cette fonction-là ici. Donc, je pourrais effacer F rond G. Je pourrais mettre G étoile de F. Et c'est exactement la même chose. En fait, on le définit comme ça. Le tiré en arrière de F par G, c'est égal à F du précompose avec G. Puis l'idée, c'est vraiment juste de se dire, je l'ai déjà répété, là, mais j'insiste, si vous avez compris ça, il n'y aura rien d'autre à comprendre. F, elle est programmée pour manger des trucs qui habitent dans A. Mais si on veut changer son domaine, c'est pas bien difficile. La façon naturelle, maintenant qu'on a une fonction G, c'est juste de dire, ben, maintenant, son domaine de cette fonction-là ici, ça va être C. Et comment qu'on va faire pour donner des trucs de C à la fonction F, parce que F n'est pas programmé pour manger des trucs dans C, ben on va les donner à G en premier, puis après ça, G, il va les recracher dans A, F va pouvoir les manger, et tout le monde est content. Donc ça, c'est le pullback avec des fonctions. Maintenant, le pullback pour des formes différentielles, c'est exactement la même idée. Donc peut-être le plus simple, c'est de se faire un exemple, parce que vous avez la définition formelle dans vos notes. On a fait un exemple en haut ici, mais c'était deux pullbacks peut-être assez simples. C'était des formes. Il ne se passait pas grand chose. Donc, on va faire un exemple. Puis là, j'ai le livre ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, c'est Geometric Approach to Differential Form. C'est le livre qui a inspiré Olivier Collin pour monter le cours calcul différentiel des formes différentielles à la base. Et il est aussi dans, si vous regardez dans votre plan de cours, je pense que Frédéric il l'a mis dans les références. Donc, on va se donner une forme oméga qui est égale à x2 dy wedge dz plus y au carré dz. Attention, je pense que j'ai pas la bonne. C'est bon, excusez-moi, je n'étais pas en train de recopier le bon énoncé. Donc on a y dx plus z dy plus x dx. Ça c'est une forme. Je vais peut-être faire un beau oméga majuscule sur R3. Puis après ça, on se donne une fonction phi qui va aller de R2 dans R3. Puis ici, elle prend
On va y aller avec UV. Et ça l'envoie sur U plus V, U moins V et UV. Et là, on veut calculer le pullback de oméga là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on sait déjà? Le tiré en arrière, ça va être encore une forme. On a une forme ici, ça ne changera pas. Ça va être une forme, mais cette fois-ci sur R2. Donc, on va littéralement changer, si vous voulez, le domaine de définition de notre forme. Et comment on va faire ça? On va faire ça littéralement avec la précomposition. Donc, allons-y. On a je vais y aller une étape à la fois pour essayer de faire ressortir au maximum les idées qui se passent derrière. Donc ici, j'ai juste réécrit la définition de notre oméga. Et là, la capsule sur la précomposition, c'est là qu'elle prend toute son importance. En fait, peut-être même une étape avant, c'est de montrer que je peux distribuer sur chacune des formes. Et mieux encore, je peux passer l'opérateur à l'intérieur. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, il y a comme un petit truc caché ici, là. Tantôt, on avait vu que le pullback de oméga wedge eta, c'était égal au pullback de oméga wedge pullback de eta. Et là, ce que je veux vous montrer, c'est que si j'ai f oméga, donc ça ici, c'est une fonction, ben, je voudrais vous montrer que ça, c'est égal à pullback de f et le pullback de oméga. Et je vais le faire en utilisant cette propriété-là qui est ici. Donc, comment ça marche? C'est qu'une fonction, c'est quoi? Ça, c'est en fait une zéroforme. Là, ici, ben, on va dire ça Rn en général. Donc, en fait, toutes les constantes, mettons, on a 3 fois dx d'oméga, on pourrait voir la constante 3 comme une zéroforme. C'est une application lisse qui envoie tous les éléments de Rn ou d'une région de Rn sur R. Donc ici, f a fait toutes les fonctions qui vont de Rn dans R. Et lisses, ça veut dire qu'ils sont infiniment dérivables. Donc ici, 3, on peut le voir comme une application lisse. Donc en fait, c'est une zéroforme. Donc ça, c'est égal à 3 wedge dx dy. On nommait le wedge, c'est une convention, on se dit les zéroformes, on fait juste les mettre en avant comme si c'était des scalaires, si vous voulez. Et ben, en fait, c'est ça qui se passe, mais ça, c'est une définition aussi. Donc, on peut wedger des zéroformes. Fait que ici, la vraie chose qui se passe, je reviens là à notre truc, on peut écrire f d'oméga qui est égal à f wedge oméga. C'est exact. Ici, j'ai rien changé. J'ai rajouté un wedge. Ça fait rien. En fait, une zéroforme, wedge, une forme, une k-forme quelconque, c'est exactement égal à ça. C'est juste que j'utilise une notation qu'on n'utilise pas au final. Mais elle est bien définie. Et là, je peux appliquer justement la proposition, ben la propriété des pullbacks qui me dit que je peux distribuer mon pullback sur chacun des formes. Et enfin, le pullback d'une zéroforme,
ça reste une zéro forme. En fait, le pullback d'une conforme, ça reste une conforme. Donc ici, je me retrouve avec encore une zéro forme. Et là, ben, je laisse tomber mon wedge parce qu'en vérité, il ne sert à rien. Donc, c'est ce qui se passe. Et là, tout ça, juste parce que je voulais vous montrer que ici, y c'est une fonction coordonnée. Et dx, c'est aussi une forme. Donc, ce que je peux faire, c'est prendre le pullback de y, prendre le pullback de dx, et là, je vais faire ça pour les autres. Donc là, en vérité, il n'y a personne qui calcule les pullbacks comme que je suis en train de faire en ce moment. Je suis juste en train de rajouter toutes les étapes imaginables intermédiaires à des fins, je l'espère, pédagogiques, mais donc ça ici, on va le tasser. Mais des fois, en mettant plus de détails, on obscurcit les choses. Et finalement, ben là, la dernière chose que je vais faire avant d'appliquer les tirer en arrière, c'est de voir que je peux rentrer ça ici. Donc là, j'ai D de comme ça ici, donc je rentre à l'intérieur. Donc ça, c'est une autre propriété non triviale du pullback qui commute avec la différentielle. Je vais être obligé de faire encore du ménage. OK. Et là, en fait, c'est quoi la définition de la différentielle? C'est la même qu'on avait vue pour avec G puis F. On avait vu le pullback de F sous G, c'est égal à F rond G. Donc, on place le G en avant. Ça nous permet de reculer, de tasser le domaine pour avoir le domaine de G. Donc, ici, on fait la même chose. On va précomposer. Donc, ça ici, ça va être Y rond phi, D de X rond phi. Donc, partout où est-ce que j'ai du phi étoile de quelque chose, je fais juste faire la composition. C'est littéralement juste ça, un pullback. C'est une précomposition. Et là, ça fait un peu bizarre de composer les fonctions coordonnées x, y, z parce qu'on ne les voit pas comme des fonctions. Mais on a eu cette discussion-là. Finalement, si phi, enfin, on peut aller en haut ici. Phi prend UV. Et là, dans chacune des composantes, ça c'est phi 1 de UV. Ici, j'ai phi 2 de UV. Et ma troisième composante, c'est phi 3 de UV. Donc, en fait, et ça c'est X, ça c'est Y, ça c'est Z, c'est des fonctions qui hydrocrachent les coordonnées. Donc ici, ça c'est rien d'autre que phi 1, phi 2. Ça ici, ça me donne phi 2. Et là, lui ici, ça va me donner phi 1. Et là, je continue comme ça. Donc ici, phi 3 de D de phi 2. Ici, j'ai phi 1 de D de phi 3. Là, bien évidemment, là, ce qui se passe dans le monde réel, c'est que on considère cette étape-là ici. Et en fait, on skip toutes les 4 lignes que j'ai faites et on s'en va directement ici. Et la raison, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on sait déjà c'est quoi le pullback. Fait que quand on voit du Y, on met du phi 2. Quand on voit du X, on met du phi 1. Quand on voit du Z ici, on met du phi 3, etc., etc. Et on fait ça aussi pour, c'est ça, pour tout. On remplace tout. Mais au final, ce qui se passe, c'est qu'on se promenait, on était sur R3 ici. Nos points habitaient sur R3, donc si je veux décrire un point sur R3, je te donne 3 coordonnées, X, Y, Z, et là tu sais de quel point que je parle. Maintenant,
si je veux te décrire un point sur R3, puis je veux te dire de quel point que je parle, ce que je vais te dire, c'est que je vais te dire phi1, phi2, phi3. Donc c'est un changement de coordonnées. Et le pullback, en fait, c'est ça, c'est un changement de coordonnées. En fait, même la preuve que c'est un changement de coordonnées ou une intuition, c'est quand on a calculé le pullback ici, regardez qu'est-ce qu'on a trouvé. R, dr, dθ. Ben, quand vous faites un intégral et que vous intégrez dx, dy, et là, vous faites un changement de coordonnées en coordonnées polaires, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez ça ici. Donc, ici, le pullback de dx, dy, on trouve r, dr, dθ, et quand on faisait un changement de coordonnées ici, on ramassait ça. Donc, en fait, c'est ça le phénomène qu'on est en train de capturer. C'est le phénomène des changements de coordonnées qu'on appelle pullback, mais c'est... dans le fond, on change des noms, puis on le met dans un contexte plus complexe, mais au final, c'est des précompositions et c'est des changements de coordonnées, tout simplement. Bref. Et là, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer tous nos différentiels de chacune de nos fonctions. Donc, je vais faire ça sur le côté ici, en bleu peut-être. Donc, d phi 1. On se rappelle que phi 1, c'était u plus v. Donc, à ce moment-là, ça, c'est en fait la dérivée partielle. Peut-être que je vais être obligé de le faire en une étape supplémentaire. On a la dérivée partielle par rapport à u de phi 1 du, plus la dérivée partielle de phi 1 par rapport à v dv. Et ici, on va trouver simplement 1 pour la dérivée partielle par rapport à u. Et ça ici, ça vaut 1 également. Donc, on se retrouve avec du plus dv. Et là, il faut répéter ce calcul-là pour d phi 2. Donc ici, je vais trouver directement le phi 2. C'était u moins v. Donc on se retrouve avec du moins dv. J'ai sauté quelques étapes. J'espère que vous avez toujours un crayon et un papier là, quand vous faites les vidéos avec moi. Donc mettez sur pause puis assurez-vous que vous obtenez le même résultat que moi. Et ici, phi 3, c'était u fois v. Donc la dérivée partielle par rapport à u de phi 3, ça va être v. On va avoir v du. La dérivée partielle de ça par rapport à v, c'est simplement u. Donc u, et là, on a notre dv. Donc on a calculé ces trois dérivés-là. On a maintenant toutes les informations là, pour juste insérer. Donc phi 2, c'est u moins v. Et ici, notre dφ, il devient du plus dv. Ici, phi 3, c'est uv. Et on va avoir du moins dv. Donc, je suis juste en train de remplacer. Phi 1, c'est u plus v. Et notre phi 3, on avait calculé v du plus u dv. Donc là, il nous reste... Le calcul du pullback est essentiellement terminé. On est rendu avec des du, des dv. Et on était parti avec des dx, dy, dz. Donc, on a bien maintenant une forme qui était une forme sur R3 qui est exprimée en x, y, z. Maintenant, sur notre domaine R2, on a du UV. Et on est rendu avec juste du DU, DV. Donc, on a bien une forme sur R2. Fait que dans le fond, il faut juste rassembler les termes devant les DU. Donc, je vais essayer de faire ça en une ligne. Je vais aller à la pêche. Donc, ici, je vais avoir du DU. Puis, je vais prendre peut-être du jaune. On va essayer d'aller voir. Donc, ici, devant mon DU, je vais voir U-V. Ici, j'ai du DU, je vais avoir du plus UV. Ici, j'ai du VDU. Donc, en fait, je vais avoir du... Lui va multiplier avec lui. Le V va multiplier avec lui. Donc, j'y vais déjà avec
plus UV plus V carré. Et là, je vais faire la même chose ici avec dV. Donc, j'ai du dV là. Je vais ramasser du U moins V. J'ai du dV ici. Je vais avoir du plus UV. Et finalement, ici, j'ai UdV. Donc, je vais avoir, en multipliant ce qui est en avant, plus du carré plus du V du UV. Ben, j'hésitais parce qu'en même temps, mon cerveau il travaillait. Je pense que j'ai vu une erreur ici. Ici, j'ai UV moins dV. Donc, ici, mon premier UV que j'ai rentré là, ça, c'est supposé être un moins. Et là, on simplifie ça un petit peu. Donc, on peut l'écrire U moins V plus 2 UV plus V carré DU. Plus, eux, ils vont s'en aller. Et là, on peut voir tout ça là, comme une méga fonction f1 du plus une autre fonction f2 dv. Et on a calculé le tiré en arrière. Donc ça, c'était le tiré en arrière de oméga par l'application phi. Et essentiellement, on a vu toutes les propriétés, je pense, du pullback. On a vu qu'on pouvait le distribuer partout, même au travers de la différentielle. Et on avait vu aussi qu'on a utilisé ça essentiellement. On a juste fait des précompositions partout. Donc, c'est tout ce que vous avez à savoir sur la différentielle. Je vous donne un punch. Donc, pourquoi la différentielle, c'est si intéressant? C'est qu'on va vouloir calculer bientôt, en fait, c'est le reste de l'exercice du TP, là, essentiellement. Si on a oméga qui est défini sur une surface S, et là, on voudrait l'intégrer. Donc, on peut intégrer les formes différentielles, c'est une de leurs raisons d'être. Et ce qu'on va vouloir faire, la définition, c'est que si on a une surface S, donc ça c'est S, et ici on a une région D par exemple, on a R qui prend UV et qui l'envoie sur S, donc elle prend des points ici, elle les envoie là. En fait, ça c'est une paramétrisation de notre surface S. On peut le voir comme une fonction R qui va par exemple de D dans R2 dans S inclus dans R3. Et là, ben, notre forme différentielle oméga ici, en fait, elle est définie sur, on va dire que c'est une coforme, en fait, une deux formes par exemple sur S. Ben, on va vouloir calculer son tiré en arrière par la paramétrisation de S. Donc ici, si oméga était défini dans cet ensemble-là, maintenant oméga va être une deux formes sur la région D. Donc ça va être un élément de une deux formes sur la région D. Et l'intégrale va être définie, on va intégrer sur la région D le pullback de oméga. Donc ça va être la définition que vous allez voir éventuellement. Et en fait, principalement ça sert le pullback. Ce qui se passe, c'est qu'on peut s'imaginer que notre surface S ici, ça peut être des formes assez étranges dans l'espace. De façon générale, au lieu des surfaces, ça pourrait être une variété, donc juste une genre de région de Rn. Puis des fois, ces coordonnées-là, c'est pas évident de, si tu veux décrire un point, c'est quoi telle coordonnée. Par exemple, dans notre espace où est-ce qu'on paramétrise ici, ben, ça c'est très simple.
on a une région D qu'on comprend assez bien. Donc, c'est plus facile d'intégrer. En fait, c'est plus facile de considérer notre forme au lieu d'avoir défini sur S. On utilise les coordonnées sur la région D. Donc, ça fait juste changer un peu la notation sans changer la forme elle-même. Donc, ça va être, c'est une des raisons, une des motivations pour les pullbacks. Et finalement, ici, je vais vous laisser avec un exercice. Je ne sais pas s'il y en a qui sont encore avec moi, là, il y en a encore qui ont le temps de faire des maths pour le plaisir. J'ai un exercice qui nous vient en fait du recueil de notes de Olivier Collin, qui est également dans votre plan de cours, si je ne me trompe pas. Donc, je vais vous donner cet exercice-là et vous allez pouvoir vous pratiquer pour voir si vous avez bien compris. Si vous êtes capable de faire l'exercice que je vous donne là, en fait, il n'y aura plus de secret pour vous autres pour les pullbacks. Vous allez avoir tout compris, ce qu'on peut espérer comprendre. Donc, cette fois-ci, on s'en va de R3 dans R3. Et ce qu'on fait, on prend, laissez-moi 2 secondes, je vais faire par exprès pour prendre sa notation, donc vous allez voir que c'est un peu différent. Donc, dans la région de base, on va appeler nos coordonnées x1, x2, x3. Puis ici, les coordonnées, ils vont s'appeler y1, y2, y3. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est défini comme x1, x2, x1, x3, x2, x3. Donc, en fait, ça, c'est y1, ça, c'est y2, ça, c'est y3. Notre forme oméga, c'est ça. Donc, là, ils veulent vous calculer le pullback de y1, le pullback de y2. Donc, ça ressemble un peu à l'exercice qu'on avait fait au tout début. On calcule tous les pullbacks. Et après ça, il vous demande de calculer le pullback de y1 wedge y2. Donc ça, il faut le calculer. Donc, je vous ai écrit les réponses ici. Littéralement, je pense que ça pourrait vous prendre quelques minutes. 5-10 minutes tout au plus si vous mettez ça sur pause puis vous le faites. Je pense qu'avec tout ce qu'on a fait ensemble, il ne reste plus beaucoup de secrets pour vous. Et en fait, je termine, donc je laisse ça avec peut-être en toute généralité, ça vaudrait la peine vu qu'on est allé si loin. Je ne sais pas s'il y en a un qui m'écoute, mais en toute généralité, donc une forme de la plus générale, ce serait une coforme, elle serait de la forme f pour une fonction, i1 jusqu'à ik. Ici, avec d, je vais mettre les exposants en haut, juste pour s'habituer, mais ils peuvent être en bas. En fait, ici, dx1 jusqu'à dxn, c'est vraiment un choix. Certains, je dirais les physiciens et les européens en général vont mettre leurs exposants en haut, mais ça c'est tout à fait égal. C'est comme si on choisit un vecteur x1 jusqu'à xn, ben, on peut aussi le noter x1 jusqu'à xn. Vous allez trouver ça dans la littérature, donc il faut s'y habituer. Ça a certains avantages. Il y a quelque chose qui s'appelle la convention de Einstein.
Einstein a développé une genre de notation pour pas être obligé d'écrire des sommations. Donc, je pense que ces exposants-là, ils jouent un rôle là-dedans, mais sinon, en général, c'est vraiment, c'est du pareil au même. C'est juste un choix de comment est-ce qu'on les note. Donc, les exposants sont en haut. Et ça, ici, c'est une forme des plus générales. On pourrait écrire aussi cette forme-là de façon plus succincte. Là, je viens de penser. Donc, mon premier choix peut être égal à 1. J'ai mon deuxième qui est strictement plus grand. Et jusqu'à mon dernier choix qui est IK. Et lui, il peut être plus grand ou égal à N. Donc, je suis en train de définir une coforme sur Rn. Et je pourrais juste écrire I, Fi, Dxi si je voulais noter ça de façon plus succincte. Avec I, bien entendu, qui est un sous-ensemble de 1 à N avec sa cardinalité qui est égale à K. Et là, ici, je vais définir l'application. Donc, phi qui va... Je vais le noter le plus général que je peux, là, fait qu'on va dire, je sais pas, une région D dans Rm qui s'en va dans Rn. Et elle prend un point ici que je vais simplement appeler on va dire Y, donc c'est un vecteur, et elle envoie sur phi1 de Y jusqu'à phi n de Y. À ce moment-là, le pullback de oméga, on utilise toutes les propriétés qu'on a vues. Ça va être le pullback de cette méga somme-là. Et en fait, il rentre dans la somme. Donc, pullback de notre fonction ici. Et pullback, en fait, de et là, je vous saute quelques étapes que vous avez bien compris. Tout ce qu'on va avoir, ça va être F, I, K, rond, Phi. Et là, chacun d'eux autres, en fait, ils deviennent D, Phi. Donc, dans le fond, c'est des... Ici, j'ai composé chacun des X à la I1. Donc, ça, c'est un choix de coordonnées. Je l'ai composé avec Phi. Et ça me redonné la IM composante de Phi, par exemple. Donc, j'ai fait ça pour chacun. Et ça, c'est le pullback. C'est la façon la plus générale qu'on peut exprimer le pullback. Donc, ça ici, c'est une fonction. Et ça ici, maintenant, c'est ma nouvelle base, si vous voulez. Oui, c'est ça. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire sur les pullbacks et vous en savez autant que moi à ce stade-ci. Donc, un petit exercice à faire et c'est ça. Donc, on avait réussi à calculer ces pullbacks-là. Excellent. Bon, ben, au revoir. On se revoit dans une prochaine vidéo.